honorable Sénat Alipi, vice-président du parti politique l'Union des forces du changement. Merci et une fois encore d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Et justement, vous étiez en train de nous parler de ce qui vous préoccupe ou qui vous est cher aujourd'hui à l'UFC, et que même avec 5 conseils régionaux, vous pensez peser dans la balance, et que, comme on a l'habitude de dire, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, et vous comptez aller aussi petitement pour amener les Togolais à obtenir quelque chose, justement dans ce que nous appelons la vie commune de notre pays. Vous nous avez dit tout de suite que les partis politiques, oui, mais en même temps la patrie d'abord. Donc la patrie avant les partis. Et cela peut paraître aussi banal, mais très intéressant. Et la question que nous voulons vous poser est justement, quand nous avons vu aujourd'hui le ministre Gilbert Baraka rencontrer le corps diplomatique ou le corps accrédité au Togo pour expliquer les processus qui vont venir pour donner, qui seront mises en place, ou les procédures qui seront mises en place pour que la nouvelle constitution puisse être vraiment ébranlée d'ici à 2025 et puis pour les années à venir dans notre pays. On se demande, est-ce que cette nouvelle constitution-là n'a pas été, son vote n'a pas été vicié, ou sa modification n'a pas été viciée quelque part, puisque vous avez voté la constitution, il a fallu que le président de la République vous rappelle pour que vous puissiez repasser en deuxième lecture et que le travail de terrain soit fait avant. Pourquoi vous n'avez pas fait ce travail de terrain-là, Sénat Alipi, pour aller expliquer aux populations avant? Que s'est-il passé à l'Assemblée nationale? Parce que vous étiez dans le bureau. Oui, il faut dire que nous avions à l'époque 91 députés. Moi, j'étais sur le terrain. Et à un moment donné, je crois peut-être même que les vidéos doivent être sur Internet. Vous verrez qu'avant l'adoption de la Constitution, à un moment donné, j'étais à Gléy. Je ne sais pas si les journalistes qui est avec nous ici étaient là. Mais nous sommes descendus. Et puisqu'on va voir les gens nous étions en pré-campagne, la question était déjà lancée. Et à Gléy, j'ai été interpellé par 3-4 personnes, dont un journaliste d'une radio là, dans une activité publique, qui n'était pas d'accord. Et on a discuté. Il dit, mais c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord. Si nous devions tous être d'accord sur ce qu'il faut faire, ben, nous ne sommes pas des photocopies. C'est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord. Bon, comment nous gérons nos désaccords? Est-ce qu'on les gère par le dialogue? Est-ce qu'on les gère par les coups de poing? Au-delà des désaccords, comment on avance? Moi, je pense qu'il faut prendre les points qui font qu'on ne s'entend pas pour qu'on les utilise de façon à nous faire avancer. Vous savez, la deuxième lecture de la Constitution n'est pas un désaveu de cette Constitution de la part du chef de l'État. Nous n'étions pas porteurs de cette Constitution-là. Je vous ai expliqué la variante de régime parlementaire pour laquelle j'ai une préférence. Que tout le monde soit élu d'abord, et parmi les élus, on choisit ceux qui vont nous diriger. C'est un package, c'est-à-dire que c'est un tout, c'est une centaine d'articles. Est-ce qu'à cause d'un ou deux articles, on va rejeter peut-être 80 ou 90 qui sont bons? Non. Un travail a été fait. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils étaient appuyés en grande partie aussi par la presse internationale qui n'a pas fait qui n'a pas été équitable dans le traitement de l'information. Vous voulez dire que la presse internationale n'a pas fait du bon boulot? Oui, je ne peux pas dire, je ne dirai pas ça et je ne suis pas là pour critiquer les gens. J'ai trouvé juste curieux qu'ils viennent dans un pays comme le Togo sur un sujet aussi important que la Constitution et que bien des fois, ils ne donnent même pas la parole à l'opposition parlementaire pour dire qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle pense. Ils ont trié leurs amis qui sont des partis qui parfois ne vont jamais à aucune élection. On leur tend le micro, ils disent des histoires qu'on n'a pas vues dans les résultats de l'élection. S'ils étaient aussi populaires et aussi majoritaires, on l'aurait senti. Pas pour dire que tout s'est passé parfaitement et que tous les résultats sont parfaits, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons des canaux pour exprimer nos désaccords. Au Parlement, là-bas, avec le président du NET, M. Tahama, nous avons fait plus qu'une quarantaine d'amendements. Lui, ultimement, a décidé de ne pas voter contre. Nous avons voté pour. Et donc, on avance. Si maintenant, à l'usage, où il y a quelque chose que quelqu'un voit qui ne le convient pas, on peut encore en reparler à l'Assemblée nationale. On a un cadre permanent de concertation, dont certains de ces présidents de partis sont membres, qu'ils écrivent au président du CPC pour dire, écoute,
On a fait des modifications qui touchent à des questions politiques essentielles. Nous voulons nous asseoir pour en discuter. On va se retrouver. Et là, ce n'est pas crier et raconter sa vie. On va maintenant dans les détails. C'est un argumentaire, c'est une discussion entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, argument contre argument. Et si ultimement ils ont raison, on les suit. Si ultimement nous avons tort, on nous suit. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur pour dire c'est bien ou ce n'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des mécanismes pour pouvoir nous exprimer sans donner l'impression qu'il y a un si grave problème. D'une façon ou d'une autre, il aurait fallu passer à un autre régime. Vous savez, la Constitution de 92, beaucoup de gens l'ont voté, 87% le 27 septembre 1992. Il faut qu'on soit sincère. Elle a été rédigée par le Haut Conseil de la République et des gens qui ont tous participé à sa rédaction. Ces gens-là n'étaient pas élus. Il n'y a pas eu une élection qui les a mis là, ils se sont cooptés. Ils sont issus de la conférence nationale qui s'est autoproclamée souveraine un beau matin et qui nous a donné cette situation-là. Moi, je ne suis pas juge ni historien pour juger cette période. Mais c'est pour dire que nous-mêmes dans le pays, nous faisons... C'est-à-dire que celui qui accuse les autres n'est pas lui-même exempt d'accusation. La vraie procédure est la bonne pour changer une constitution. Bon, en tout cas, pas la vraie et la bonne, mais une des procédures qui serait l'idéal serait que dans un premier temps, si on veut changer de constitution, on aille à une élection pour élire une assemblée constituante. Donc on sait qu'on va changer de constitution. On élit une assemblée constituante dont c'est la mission de nous rédiger une nouvelle constitution. Elle se réunit, elle interagit avec tous les segments de la société, l'armée, la société civile, les partis, les chefs, les associations de femmes, les syndicats. Ils interagissent avec tout le monde, ils ont un mandat peut-être d'1 an ou 2 ans pour recueillir l'avis de tout le monde et nous rédiger une nouvelle constitution. Quand eux se sont entendus au niveau de cette assemblée constituante, on nous envoie maintenant la constitution au référendum. Puisque les gens vous ont envoyé d'aller leur rédiger une constitution. Quand vous avez fini, vous revenez avec vers ces gens qui vous ont envoyé pour que ces gens-là votent pour cette constitution-là. Et quand ils ont adopté cette constitution par référendum, c'est bon, maintenant on peut avancer et mettre en place les institutions qui en découlent. Mais ça, c'est une avenue parmi tant d'autres. Nous étions déjà élus et on a des dispositions qui ont permis de faire ces modifications. Elles sont faites. Nous sommes déjà dedans. Nous ne reviendrons pas derrière. Il faut maintenant voir comment on peut faire pour que cette constitution-là nous permette, en tout cas, moi où je suis assis comme parti d'opposition extra-parlementaire, maintenant je comprends que il n'y a plus d'élection présidentielle. Comment je fais pour que mon parti ne disparaisse pas? Comment je fais pour que mon parti pèse un peu plus? Comment je fais pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à l'issue d'une élection, mon parti aussi soit majoritaire? Former les gens qui vont être dans les bureaux de vote, continuer à occuper le terrain, travailler avec les gens, travailler avec tout le monde, participer à l'action qui permet de faire avancer le pays de façon constructive. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir vous vendre des choses, vous-même, dans 6 mois, les mêmes qui vous disent là que c'est pas ça là, ils vont venir à une nouvelle chanson encore et changer de sujet sans avoir épuisé l'autre sujet. On dit la constitution n'est pas bonne, la constitution n'est pas bonne. On savait tous qu'elle serait promulguée. On est allé dans l'élection, on a bu des tasses d'eau, on sort de là, on dit on nous a volé. On nous a volé, je parle de façon schématique, on nous a volé. On est tellement fâchés pour certains qu'on dit on ne va même pas à l'Assemblée. Pourquoi vous êtes allé à l'élection? Quand vous allez à une élection dont vous acceptez les conditions d'organisation, vous en acceptez les résultats, quels qu'ils soient. Et vous assumez. Et vous assumez. Et c'est ce que je crois que nous faisons. Il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui se sont moins bien passées. Nous en sommes tous comptables. Comment faisons-nous pour améliorer les choses de façon à ce que ce qui ne nous a pas plu ne se reproduise pas? C'est ça l'équation. Et bien, quand on vous demande aujourd'hui, UFC, Union des forces du changement, votre projet politique pour les jours à venir, les jours, les semaines, les mois à venir, qu'est-ce que vous allez donner comme élément de réponse? Alors, nous sommes entrés en campagne avec le projet de société Cap sur l'émergence. C'est-à-dire que qu'on soit au pouvoir ou qu'on ne soit pas au pouvoir, en analysant la situation du pays à l'orée de 2023 et en nous projetant sur 5 ans, 10 ans, 15 ans,
On s'est dit que, nonobstant les questions de limitation de mandat, de constitution, de ceci, de ça, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que le Togo devienne un pays émergent. Au plus tôt à l'horizon 2030, au plus tard à l'horizon 2035-2040. Parce que nous aussi nous passons, mais il faut qu'on laisse un pays qui soit mieux que celui qu'on a trouvé à nos enfants. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Et donc là, nous rentrons un peu dans le volet économique de ce que j'aurais souhaité être l'essentiel de notre discussion, mais bon, la politique semble nous saboter. Nous allons y arriver. Un pays émergent, c'est un pays qui a une croissance économique forte et stable dans le temps. C'est un pays qui a une population qui est, dans la plupart des cas, jeune, éduquée, avec une bonne croissance démographique. C'est un pays qui a une économie diversifiée, qui ne doit pas être dépendant des exportations comme nous le sommes, où on importe tout, de la perruque jusqu'à la sandalette, donc de la tête aux pieds. Tout est importé, incluant le bon Dieu. Tout. C'est plutôt une économie où il y a un peu l'industrialisation est ce qui crée du travail, c'est ce qu'on produit chez nous et on cherche plutôt à exporter massivement. C'est un pays politiquement stable. Alors vous comprenez que quand notre projet de société s'appelle Cap sur l'émergence et que notre objectif, ce sont que ces 4 facteurs-là se mettent en place pour propulser le pays vers de meilleurs lendemains, quel qu'en soit qui est au pouvoir, que ce soit quelqu'un de la majorité ou de l'opposition, nous ne pouvons rien faire qui déstabilise le pays politiquement, rien faire qui freine l'économie, et nous devons tout faire pour que le pays décolle. Ce n'est pas une question de parti politique. La patrie avant les partis. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes mis. Nous travaillons avec tout le monde. Que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir, nous discutons avec vous. Et s'il y a des choses qu'on peut faire pour faire avancer le pays, on le fait. S'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, on le dit. Ce n'est pas en venant sur un plateau télé ou radio pour faire le fanfaron. Si j'ai vraiment quelque chose de sérieux à vous dire, je vous appellerai, je viendrai vous voir. Et derrière une porte fermée, je vous dirai ce que je pense gentiment pour vous permettre vous aussi d'y penser. Et si vous estimez que c'est pertinent et que ce qu'on propose vous intéresse, tant mieux. Si vous estimez que ce n'est pas pertinent et qu'il n'y a que le rapport de force qui est intéressant pour vous, tant pis. Mais nous continuerons à vendre nos idées. Alors nous disions quoi? Les 4 E plus 3 S. Les 4 E, c'est eau, emploi, éducation, électricité. Et les 4 S, c'est santé, sécurité, salubrité. Ça, c'est des choses qu'on doit avoir partout dans les pays. Les Togolais ont des besoins de base qui doivent être satisfaits en quantité et en qualité. Est-ce que vous ne pensez pas que les Togolais ont leurs besoins de base qui sont quand même en train d'être satisfaits, vu que quand nous prenons le dernier classement au niveau de l'indice de développement humain, le Togo qui en tout cas a occupé de très bons rang, sinon le premier même au sein des Biomois, et le Togo n'est pas, selon vous, déjà sur la bonne avancée? Ça, ce sont les statistiques du FMI, de la Banque mondiale et l'IDH, je crois, indice de développement humain. Ça, c'est le PNUD qui le calcule. C'est un indice composite qui tient compte de plusieurs facteurs, qui ne tient pas seulement compte du PIB pour pouvoir calculer, pour pouvoir évaluer le progrès. C'est des statistiques. Moi, je vous retourne la question en vous demandant qu'est-ce que vous pensez du taux de réussite de nos élèves au BEPC et au CEPD. C'est aussi des statistiques. On n'est pas là pour critiquer. On est là pour aider à améliorer. Il faut qu'on ait un système où quand on va à des examens nationaux, les statistiques soient inversées. On a 80%, 90% des gens qui ont réussi et que ce soit les plus têtus qui aient échoué, pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas, mais pas dans un sens de critique, plutôt dans un sens de essayons cette piste pour voir si on peut s'en sortir. On ne pointe pas son village de la main gauche, donc ne vous attendez pas à ce que je vienne critiquer ou insulter ici. Ce qu'on peut faire pour faire avancer le pays, on le fera et on va continuer à vendre nos idées. Le plus important, c'est que le Togo avance et que le Togo gagne. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Et justement, quand on veut parler du Togo d'abord, quelles sont les mesures aujourd'hui urgentes à prendre pour lutter contre le phénomène de la vie chère? Parce que le Togolais, du haut de ce micro, quand nous parlons de la vie chère, tout le monde est content. Oui, ils vont aborder ce qui nous touche parce que
tout le monde crie à la vie chère, mais depuis la nuit des temps, on a toujours crié à la vie chère, quoi. Absolument, absolument. Il vous souvient qu'il y a une dizaine de mesures qui avaient été prises par le gouvernement avant. Je ne reviendrai pas sur ces mesures. Je viendrai plutôt sur les mesures que nous aurions prises si nous avions été en majorité à l'issue de cette élection. La première mesure que nous aurions prise et que j'invite le gouvernement à considérer sérieusement, parce que c'est une urgence nationale, c'est l'identification biométrique. L'identification biométrique. Oui. Pour régler des problèmes de nature économique, pour pouvoir déployer des politiques publiques, il faut qu'on sache combien nous sommes, qu'on puisse nous segmenter et tout et tout. Ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale, ça va permettre de délivrer des services sociaux, ça va permettre à tout le monde de savoir combien nous sommes, où on va. Ça va aider le gouvernement, ça va nous aider, ça va aider tout le monde. Si nous disions que d'ici fin juin 2024, si nous étions en majorité, on aurait déjà démarré l'identification biométrique, donc ça serait déjà fait. Donc ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est la première chose que je suggère qu'on regarde. Après l'identification biométrique, j'estime qu'il faut baisser la TVA. La TVA est trop élevée, 18%. 18%. Non, c'est trop. Un pays comme le Togo, qui est en pleine décentralisation, ce qui est important, c'est d'avoir une fiscalité attrayante. Une fiscalité attrayante pour pouvoir attirer ce qu'on appelle des investissements obliques. Des investissements obliques, ce sont des choses qui vont nous permettre d'être une plaque tournante, c'est-à-dire d'être une plaque qui favorise le commerce. C'est qu'un investissement oblique. Un pays qui essaie d'attirer des investissements obliques, c'est un pays qui a une fiscalité qui lui permet d'attirer des entreprises qui sont dans la transformation. On transforme les choses ici et on les réexporte. Parce qu'avec 8,5 millions, notre marché est étroit. Notre marché est étroit. Donc on ne peut pas produire en quantité industrielle et tout écouler ici. Il faut forcément réexporter. Donc tu attires ceux qui ont déjà un marché, donc une main-d'œuvre, bon marché, bien formé et tout le reste. Vous produisez ici, vous réexportez. Le président Yadémé avait cette idée avec la zone franche, mais c'est quelque chose qu'on doit faire sérieusement et systématiquement et à grande échelle avec beaucoup de bonne volonté. Donc, baisser la TVA, en dehors de baisser la TVA et de créer des conditions fiscales attrayantes pour les investissements ici, nous disons qu'il faut revoir le modèle de financement de l'AMU, puisqu'avec les 10%, c'est compliqué pour beaucoup. On a besoin de financer le système, mais il y a plusieurs modèles pour financer ce genre de système-là. Et donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Nous disons que dans un pays comme le Togo, il faut mener des politiques keynésiennes à court terme pour pouvoir stimuler la demande, et c'est ce qui va permettre de relancer la machine économique. C'est vrai qu'il y aura un déficit public important, mais c'est à court et à moyen terme, et avec les effets des investissements qui ont été faits sous forme de dépenses publiques, vous verrez qu'on va se retrouver dans une situation où les deux principales pourvoyeurs de ressources à l'État, ce sera l'impôt sur les personnes, l'impôt que les gens payent, et l'impôt qui vient des sociétés. C'est que l'argent qu'on prélève que les sociétés versent, à même l'argent qu'ils font. Il faut moins de bureaucratie. Il y a beaucoup de il faut. Je pense qu'on va continuer à insister sur notre projet de société, mais en gros, il faut vraiment réduire la pression fiscale, notamment sur les PME. Nous voulons vraiment que les PME, qui sont le principal pourvoyeur d'emplois au Togo, soient le moteur de la croissance économique, qui va nous permettre d'avoir une croissance économique stable et durable, bien au-dessus de 5%. La Côte d'Ivoire l'a fait ces 15 dernières années. Nous pouvons le faire, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut qu'on continue à garder la situation politique stable, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, il y a un travail de changement de mentalité qui doit se faire, il y a des initiatives qui doivent être prises dans ce sens-là. On a une fiscalité attrayante qui permet d'attirer des investissements ici, avec tous ces gens-là que ça va employer, qui travaillent dans toutes ces industries, tout cela, ces gens-là qui paient de l'impôt, tout cela, ça fait de l'argent pour l'OTR. Tout le monde est identifié et segmenté selon sa catégorie de revenus. Tout cela mis bout à bout, je vous assure que si on arrête de faire du bavardage inutile pendant 5 ans ou 10 ans, vous ne reconnaîtrez pas le Togo. Vous ne reconnaîtrez pas le Togo. D'autres l'ont fait. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Seulement, il faut qu'on se départisse de cette mentalité négative, toujours critiquer, ça ce n'est pas bon, ça c'est pas bon, on n'est jamais content. Et pour finir, au lieu même de se retrouver avec quelque chose proche de zéro, on se retrouve dans le négatif. Donc il faut vraiment qu'on change nos mentalités, il faut qu'on change d'approche et il faut qu'on s'accepte. Le Togo d'abord,
la patrie avant les partis. Si vous mettez votre parti politique avant votre pays, à court terme, c'est payant. Il se peut que demain, le parti n'ait plus besoin de vous. Que devenez-vous? Ah, oui. Vous allez aller à la retraite à un une moment donné. question simple, Ah, mais oui. en même temps qui fait réfléchir. Vous êtes jeune, vous êtes brillant, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes utile. Le parti a besoin de vous pour conquérir le pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Vous passez, votre temps est passé. Vous n'allez pas être ministre 50 ans, 5 ans, 10 ans ou député 100 ans. Mais le pays, lui, il reste. Donc, quelle qu'en soit la fonction que vous occupez, vous êtes en train de mener une politique qui tient compte du pays d'abord, même si vous n'êtes pas là, et que les autres qui arrivent sont dans cet état d'esprit, du fond de votre retraite, ou enfant que vous soyez, ou femme que vous soyez, toutes les politiques visent à vous mettre à l'aise. Et donc ça arrange tout le monde. Et ça n'empêche pas que vous soyez dans un parti politique. Donc la patrie avant les partis, un jour on aura l'occasion d'aller en détail sur pourquoi j'insiste là-dessus. Nous allons refaire un autre plateau pour cela. Absolument. La réalisation prend note par rapport à cela. Pourquoi la patrie avant les partis? Absolument. Absolument.